Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de 24 heures Sénat. La séance, le don de RTT sera-t-il bientôt légal en France? Une proposition de loi permettant à des parents de bénéficier des jours de congé de leurs collègues pour être chevés de leurs enfants malades est examinée en ce moment par le Sénat. On en parle dans un instant avec notre journaliste Saveria Rojek. Mais l'autre temps fort de l'actualité du Sénat, c'est le début des travaux de la Commission des lois sur la réforme pénale. Elle doit être débattue en juin à l'Assemblée nationale. Les sénateurs entendaient ce matin l'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter. Pour lui, le texte va dans la bonne direction, mais ne va pas assez loin. C'est un bon texte inachevé, a-t-il indiqué, appelant les parlementaires à plus d'ambition. On l'écoute. C'est avec satisfaction que, enfin, et je dirais à mon sens un peu tard, on voit disparaître les peines planchers. Les peines planchers sont à la fois un affront à la liberté de décision des magistrats qui individuellement doivent peser chaque cas et non pas avoir les mains ligotées par des peines planchées qui leur sont obligatoirement imputées pour qu'ils les appliquent, mais aussi le fait que c'est contraire à l'individualisation des peines. Didier Guillaume, président du groupe socialiste au Sénat, préconise de reporter d'1 an les élections régionales et départementales prévues en 2015 pour entamer la réforme des collectivités territoriales souhaitée par le Premier ministre Manuel Valls. C'est une interview à lire sur notre site publicsénat.fr. Et puis, le Sénat compte désormais une nouvelle vice-présidente, la socialiste Christiane Demontes, élue du Rhône. Elle remplace Didier Guillaume, élu président du groupe socialiste. On l'écoute au micro de Paul Bouffard. On élit une deuxième femme vice-présidente du Sénat et c'est le groupe socialiste qui élit ces deux vice-présidentes. Donc je suis contente pour la parité qu'on n'a pas encore obtenue, mais je pense que c'est aussi une étape importante pour le Sénat. Il y a un dossier qui a été suivi par Didier Guillaume, l'ancien vice-président, qui est important, c'est celui de Public Sénat. Donc je vais rentrer dans ce dossier-là, mais je m'inscris dans la suite de ce que faisait Didier Guillaume sur ce sujet. Et pour Jean-Pierre Michel, sénateur PS de la Haute-Saône, candidat malheureux à la vice-présidence du Sénat, cette élection est le résultat d'une logique de clan qu'il pensait révolue. Pour en savoir plus, l'article de François Vignal sur le site internet de Public Sénat. En bref, la proposition de loi interdisant la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifiées a été adoptée ce matin en commission. Elle sera débattue en séance publique lundi 5 mai. Je vous le disais, le Sénat s'apprête à légaliser une pratique peu courante qui consiste à faire don de ces RTT. Saveria Rojek, bonjour. Bonjour Delphine. Alors, qu'y a-t-il dans ce texte, Saveria ? Alors l'idée est tout simplement de donner une partie de vos RTT à un collègue dont l'enfant est malade pour lui permettre de passer du temps à son chevet. Un don de temps que le Sénat s'apprête donc à légaliser. À l'origine, nous sommes en 2009 et Christophe, qui est employé de l'usine Badois de Saint-Galmier, veut accompagner son fils Mathis qui se bat contre un cancer. Pour soutenir la famille, ses collègues imaginent alors une cagnotte. Résultat, 170 jours de RTT récoltés, ce qui permettra à ce papa d'accompagner son fils sans crainte de perdre son emploi ni son salaire. Je vous propose de l'écouter. Il est présent d'ailleurs cet après-midi dans l'hémicycle. L'émotion, elle était déjà dès le départ quand on a écrit cette loi, il y a 3 ans et demi. L'émotion a été aussi particulière le 25 janvier 2012 quand elle est passée à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, c'est une émotion très particulière de se retrouver ici, puisqu'on attend effectivement le vote de cette loi. Mais effectivement, oui, effectivement, beaucoup de fierté d'avoir porté ça. La loi que l'on propose n'est pas une solution miracle, mais ça pourra toujours aider des parents à être auprès de leur enfant sans se soucier de leur travail. Voilà, c'est j'allais dire, c'est se dégager d'un souci en moins, déjà quand on a un enfant qui est atteint d'une grave maladie. Voilà, l'idée de cette proposition de loi est donc de légaliser cette pratique, un projet simple qui ne coûte rien ni à la société ni à l'entreprise. Pour Catherine Deroche, la rapporteure UMP du texte au Sénat, 2 conditions tout de même sont prévues dans le texte. Un salarié devra conserver au minimum 4 semaines de congés payés. Le don sera anonyme et gratuit et il ne concernera que les parents d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, Delphine. Eh bien, merci beaucoup Saveria pour toutes ces explications.
d'application. Alors tout de suite, direction l'hémicycle pour suivre cette séance et on écoute le ministre du Travail, François Rebsamen. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, il revient donc à votre Haute Assemblée d'examiner aujourd'hui la proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale visant à permettre le don de jours de repos à un parent d'enfants gravement malades. Cette proposition de loi a été déposée par le député UMP de la Loire, Paul Salin, et ce texte propose d'autoriser un salarié à renoncer anonymement et sans contrepartie, avec l'accord de son employeur, à des jours de repos, au profit, bien sûr, d'un autre salarié de l'entreprise ayant la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie grave, d'un handicap ou victime d'un accident rendant nécessaire une présence soutenue. C'est vrai qu'il n'y a pas de plus grande injustice, je crois qu'on peut le dire comme ça, que de voir un enfant, son enfant, mais un enfant frappé bien évidemment d'une maladie grave. Injustice et sentiment d'inégalité. Voilà. Donc, dans la proposition de loi, tous les types de jours de repos sont concernés. RTT, jours de récupération ou congés payés ordinaires, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Cependant, parmi les jours de congés annuels ordinaires, seuls peuvent faire l'objet d'un don ceux qui vont au-delà du 24e jour. D'emblée, je voudrais le dire que je comprends tout à fait les motivations louables, je cherche les adjectifs, humaines, qui ont présidé au dépôt de ce texte. Le député dont je parlais s'est inspiré de l'initiative de salariés de sa propre circonscription en 2009 sur un drame vécu par un de leurs collègues. Ils avaient mobilisé 170 jours de RTT pour permettre à ce collègue qui est le père de rester au chevet de son enfant atteint d'un cancer en phase terminale. Cette démarche est donc une démarche empreinte d'un grand humanisme. Le don est un acte suffisamment rare pour être dans notre société où beaucoup de choses s'achètent, s'échangent. Le don, c'est ce qui n'appelle rien en retour. C'est un acte gratuit de pure générosité. Et j'ai en tête quelques livres particulièrement éclairants sur la beauté du geste. Mais, je voudrais le dire ici, cette proposition de loi appelle de ma part une position du gouvernement, une position nuancée. Pourquoi ? Parce que, évidemment, il n'est pas question de ne pas rappeler ou redire la compassion qu'on peut exprimer, ressentir quand des parents subissent, je l'ai dit, la terrible épreuve de la maladie, d'une maladie grave pour leur enfant. Cette tragédie, cette douleur, la douleur qu'elle accompagne ou qu'elle provoque, bien sûr, s'accommode mal de contraintes administratives et ou légales que l'on pourrait évoquer. Comment, en effet, ne pas comprendre que des parents veuillent accompagner leur enfant, souvent jusqu'à la mort, dans la maladie, en étant auprès de lui, en restant auprès de lui. Comment accepter d'ailleurs que la loi soit un frein à ce qui semble tout à fait légitime. Mais je voudrais dire que le Code du travail
permet déjà à un parent d'un enfant gravement malade de s'absenter. Ce congé est de 310 jours pour une période maximale de 3 ans. Mais c'est un temps imparti, il est donc par nature arbitraire. Le passage d'un seuil à l'autre a systématiquement quelque chose d'injuste et même, dans certaines situations dramatiques, de profondément injuste, je voudrais le dire. Pour autant, nous devons quand même, et c'est mon rôle, nous interroger sur l'opportunité de légiférer en l'occurrence. Au moment où, de part et d'autre, nous viennent des remarques sur le fait qu'il y a trop de lois qui sont prises, que les règles du Code du travail sont suffisamment lourdes et complexes, que la simplification nous est demandée de partout, sur tous les bancs. Et donc, je voudrais émettre des réserves. D'abord, je voudrais dire que les jours de repos, traditionnellement, dans la loi, répondent à un impératif de protection de la santé des salariés. Et c'est le ministre du Travail qui dit cela, mais toute la législation du ministère du Travail, du droit du travail, du Code du travail, s'est fait autour de cela. Société d'entraide, au départ, avec le don, la solidarité, et puis codification par la loi, par le décret, par le règlement, pour protéger les salariés, pour les sécuriser, pour leur permettre de conserver leur santé, d'avoir accès progressivement à des jours de repos. Et donc les jours de repos correspondent dans l'histoire du droit du travail à un impératif de protection des salariés. Ils sont nécessaires et bien souvent ils ont été conquis de haute lutte. Ils doivent être donc préservés autant que possible. Et en tant que gouvernants et vous, parlementaires sénateurs, en tant que législateurs, vous êtes aussi gardiens d'un ordre public, social, on va dire, qui ne peut être défait même pour les meilleures raisons ou pour les raisons les plus honorables qui soient. Un autre élément me pousse à m'interroger, nous pousse à nous interroger. Le congé en soi n'est pas un capital ou un patrimoine, mais un droit. En ce sens, il ne peut pas, a priori, sauf si nous le décidions, si vous le décidiez bien sûr, il ne peut pas s'échanger de la même manière que l'on n'échange pas, de la même manière on n'échange pas d'autres droits tels que les indemnités chômage ou maladie. Le congé a donc vocation à être pris et pas à être échangé, fût-ce dans le cadre de ce beau geste que j'évoquais tout à l'heure, qui est le don. Donc, je le rappelle ici, la solidarité, elle résulte de l'assemblage de dons individuels, ici des jours de congé donnés. Mais la solidarité, elle est aussi collective et mutualisée. C'est la seule, finalement, qui ne soit pas aléatoire. Et donc, si on y réfléchit plus avant, l'application concrète de ce genre de don, de ce type de don, serait nécessairement imparfaite, mais risquerait d'être inégale entre les salariés, en fonction, je m'adresse aux législateurs là, en fonction du mode d'aménagement du temps de travail. Nombre de parlementaires sont opposés au RTT. Donc ça peut changer. Des durées différentes des congés, de la taille de l'entreprise ou du pouvoir décisionnaire de l'employeur. Je mesure que tout ce que je suis en train de dire peut sembler, à l'extérieur de cet hémicycle, complètement iconoclaste. Mais je suis obligé de le dire. Parce que, en tant que gouvernants et législateurs et représentants de la nation, l'une de nos missions, c'est de maintenir les conditions de l'égalité. Pour autant, il ne s'agit pas de briser, je l'ai dit, des élans de solidarité, bien évidemment.
Si des pratiques comme celle-là, du don, de solidarité, venaient à l'emporter, on ne pourrait que se féliciter de la mobilisation, de l'altruisme d'hommes et de femmes qui décident de perdre, je ne dis pas sacrifier, moi, de perdre une partie de leurs droits, par solidarité face à une situation humainement insupportable et déchirante, c'est clair. Mais ne pas l'interdire, est-ce que ça veut dire généraliser? Je pose la question aux législateurs que vous êtes. Et je le crois, l'instrument de la loi n'est pas, en l'occurrence, le bon. Et lorsque d'autres modes de régulation existent et qu'ils sont plus pertinents, il est inutile, je crois, et superfétatoire de légiférer. Et donc, je vois bien que des entreprises ont souhaité s'engager dans cette voie. Et ces entreprises et certaines des syndicats qui y siègent ont signé des accords d'entreprise sur l'absence, ça s'appelle d'ailleurs l'absence enfant gravement malade, qui crée la possibilité de don de congé entre collègues de travail, ce qui semble tout à fait intéressant, pouvant compléter des congés de 20 jours rémunérés à 75%. Après le recours à ces 20 jours, une période de recueil de dons de congés serait ouverte, ou peut-être ouverte, devrais-je dire. Elle est limitée, malheureusement, dans le temps, mais c'est un accord d'entreprise à 2 semaines. D'autres exemples pourraient être cités. Je pense à Casino, puisque l'accord d'entreprise a institué un fonds qui est appelé Plan congé de l'aidant familial, dont l'objet est de financer le maintien de la rémunération des salariés absents au titre d'un tel congé. Ce fonds est d'ailleurs alimenté par les dons de RTT ou de congés qui sont plafonnés à un certain nombre de jours. Il y a d'ailleurs eu un décret qui, je crois, de janvier 2013, qui a paru au journal officiel, qui a élargi aux fonctionnaires le bénéfice du congé de solidarité familiale. On comprend pourquoi quand on se rappelle les histoires dramatiques qu'il y a eu pour des fonctionnaires face à des situations, elles aussi, difficilement supportables. Et donc, moi, je comprends, le gouvernement porte aussi des avancées sur ce sujet, corrigeant l'inégalité qui existait entre salariés du public et salariés du privé, pour permettre d'accompagner au mieux la fin de vie d'un être cher, forcément, puisqu'il s'agit en l'occurrence d'un enfant. Et le droit du travail évolue ainsi pour mieux correspondre aux besoins des salariés et des familles. Ce droit du travail, il est constitué aussi d'accords passés entre des organisations patronales et des organisations syndicales. Je dois, à cet égard, vous dire que parmi les organisations qui ont été consultées, 2 organisations patronales, les plus représentatives, je ne veux pas être vexant, et 2 organisations syndicales, parmi les plus représentatives, sont très réservées vis-à-vis de cette démarche législative, je dis bien législative. Et donc, en tant que ministre du dialogue social, fidèle au dialogue social à la française, je crois, et je plaiderai plutôt pour une concertation préalable entre organisations syndicales et patronales pour faire évoluer nos pratiques et notre droit. Voilà donc, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le président, madame la présidente, madame la rapporteure, des réserves que je voulais exprimer sur ce texte. Je mesure la difficulté de le faire comme ça, bien évidemment. Mais il faut savoir quand même, je crois, en tant que législateur, prendre une distance nécessaire en la matière, faire confiance aux acteurs, à leur capacité à passer des accords quand le besoin s'en fait sentir. La loi, je l'ai dit, n'est pas le seul instrument de régulation. Il y a aussi, on peut y faire appel, l'intelligence collective des forces sociales qui savent passer des accords dans les entreprises. Donc, par-delà les complexités que cette législation
risque de susciter et des contentieux qui risquent d'être évoqués. Ensuite, pour définir précisément ce qu'est un accident de nature grave, etc. La loi légiférer pour instaurer un don de congé individuel m'apparaît, je dis les choses comme je le ressens, comme renoncer à un choix collectif de solidarité qui fonde une société et au-delà, ne pas choquer nos collègues, les valeurs de la gauche pour la remplacer par une somme de choix individuels qui, même très très généreux, restent individuels et ne peuvent pas constituer, je le crois, les fondements de notre vie en commun. Mais même si le gouvernement considère que la loi ne peut répondre à cette ou à ces situations de détresse face à des épreuves aussi douloureuses, je crois qu'il n'existe pas en réalité de bonne solution. Et donc, le gouvernement, par ma personne, s'en remettra à la sagesse du Parlement. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant, dans la discussion générale, à Madame Catherine Deroche, la rapporteure de la Commission des Affaires sociales. Catherine, salut. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la proposition de loi visant à permettre le don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade, à l'initiative du député Paul Salen, a été adoptée par l'Assemblée nationale le 25 janvier 2012 et transmise au Sénat. Je salue à cet égard les propos du président Sueur tout à l'heure sur en effet le retard qui existe parfois entre les délais entre les deux assemblées concernant les propositions de loi. Cette proposition de loi s'inscrit dans le cadre de plusieurs textes tendant à permettre aux salariés et aux fonctionnaires de concilier les événements les plus tragiques de l'existence, maladie, décès d'un proche, avec leur vie professionnelle. Déjà possible dans le cadre d'un accord collectif dans les entreprises du secteur privé, le don de jours de repos n'est pas prévu dans le secteur public. Certains employeurs publics locaux ont néanmoins décidé d'organiser des mécanismes analogues, généralement pour répondre à une situation individuelle précise, mais sur un fondement légal incertain. Portée par une véritable attente au sein de la population, cette volonté de solidarité, même si ses modalités pourraient à terme être précisées, demande, à notre sens, à être pleinement soutenue par le législateur. Le groupe UMP, qui a inscrit ce texte dans sa niche parlementaire, juge important de consacrer par la loi, tout en prévoyant, bien évidemment, certaines garanties fondamentales, la possibilité du don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade, afin notamment de permettre aux agents de la fonction publique de bénéficier de ce système. De nombreuses entreprises, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, le groupe Casino, le groupe PSA, des assureurs April, Mérial, mais également la MSA Picardie et l'Association pour l'emploi des cadres, ont, au cours des 2 dernières années, mis en place par accord des mécanismes de don de jours de repos pour permettre à un salarié d'accompagner un enfant malade. À plusieurs reprises, comme dans l'accord signé au sein du groupe SA, les négociations étaient engagées suite à la demande de salariés désireux de venir en aide à l'un de leurs collègues. La possibilité pour les salariés et fonctionnaires d'exprimer leur solidarité envers un collègue suscite une véritable attente. Et la presse s'est faite l'écho de cas où le don de jours de RTT s'est avéré impossible faute de dispositions légales. Certes, il existe déjà en droit du travail différents dispositifs permettant de prendre soin d'un enfant malade. Les absences pour enfants malades sont prévues par le Code du travail. Par ailleurs, le passage à temps partiel est de droit pour s'occuper d'un enfant atteint d'une pathologie grave. Enfin, un mécanisme spécifique pour ces cas graves nécessitant une présence soutenue a été mis en œuvre au travers du congé de présence parentale, article L. 1225-62 du Code du travail, dont le bénéfice a été étendu il y a 30 ans aux fonctionnaires par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Celui-ci, complété par plusieurs textes, dont la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, ouvre la possibilité d'interrompre son activité à tout salarié
sans condition d'ancienneté si l'enfant à charge au sens des prestations familiales est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue à ses côtés et des soins contraignants. À l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le congé peut être écourté dans des conditions prévues à l'article L. 1225-52 du Code du travail en cas de diminution importante des ressources du ménage ou, tragiquement, de décès de l'enfant. Dans ces cas également, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le cadre existant permet en effet aux parents de faire face aux cas les plus graves concernant leurs enfants. Il est cependant très contraignant pour les familles concernées, ce qui a incité plusieurs salariés ou employés de la fonction publique informés de la situation d'un parent à vouloir lui venir en aide par le jour de don de RTT. Les différents congés prévus actuellement par la législation ne sont pas rémunérés, sauf accord collectif pour les salariés du secteur privé. Toutefois, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a créé une allocation journalière de présence parentale servie par les CAF pour les parents qui réduisent leur activité professionnelle pendant plus de 4 mois. Le montant de cette allocation est cependant plafonné à un peu plus de 945 € par mois pour un couple et soumise à un plafond de revenus. Les jours non travaillés et rémunérés dans le cadre des accords de réduction du temps de travail antérieurs à la loi du 20 août 2008 sont dès lors un moyen pour permettre l'absence d'une personne sans perte financière. C'est donc un choix généreux et logique de la part des collègues d'un parent de vouloir mettre à disposition une partie des jours dont il dispose, au-delà des 4 semaines légales de congés payés, pour répondre en effet aux droits aux congés payés auxquels le salarié est soumis. Seules de grandes entreprises ont actuellement mis en place des dons de jours de RTT, le plus souvent à la suite de la demande de salariés. Ainsi, ce sont les entreprises où la négociation professionnelle est la plus active qui offrent à leurs salariés la possibilité de mettre en œuvre ce mécanisme de solidarité. Les salariés des autres entreprises ne disposent d'aucun moyen de faire don des jours de repos dont ils disposent. Surtout, un tel dispositif ne peut être mis en place à l'heure actuelle dans la fonction publique, sauf à sortir de la légalité. Or, les cas douloureux qui ont suscité l'attention des médias montrent que cette solution répond concrètement aux besoins des familles et l'aspiration des collègues de l'un des parents sont réelles. Ils appellent donc une réponse urgente. La proposition de loi soumise à notre examen ne se substitue pas aux accords déjà passés au sein des entreprises pour permettre le don de jours de repos. Elle étend simplement cette possibilité à l'ensemble des salariés, sous réserve de l'accord de l'employeur, ainsi qu'à la fonction publique, selon des modalités définies par décret. Elle offre un cadre et des garanties minimales qui seront susceptibles, bien sûr, de précisions ultérieures si la mise en œuvre du dispositif l'impose. Les modalités du don et les motifs pour lesquels il peut intervenir sont encadrés par la proposition de loi. L'article 1er de la proposition de loi ouvre la possibilité pour tout salarié de faire don de jours de repos dont il dispose à un de ses collègues en charge d'un enfant gravement malade. Conformément aux dispositions du Code du travail, ce don ne peut porter que sur les jours disponibles au-delà de 4 semaines de congés payés. Le don peut donc porter sur les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés ou aux jours compensateurs accordés à certains salariés qui travaillent au-delà des 35 heures hebdomadaires. Ce don ne peut se faire qu'à partir d'une démarche individuelle et volontaire. Elle est soumise à l'accord du chef d'entreprise en raison de l'impact du transfert des jours de congé sur l'organisation du travail. Le don se fait pour un collègue déterminé. Il n'y a donc pas de don a priori pour tout collègue susceptible de se trouver dans la situation prévue par le texte. Néanmoins, conformément aux règles générales en matière de don en droit français, celui-ci doit être anonyme et gratuit, c'est-à-dire sans contrepartie. L'anonymat du don sera néanmoins, bien sûr, quelque peu relativisé par la taille de la structure. Garanti dans une grande entreprise, il se trouvera peut-être nécessairement amoindri dans une PMA. L'anonymat et la gratuité protègent le donateur et le donataire. Et il conviendra que l'employeur veille à ce que le don volontaire ne devienne pas une obligation imposée à certains salariés ou que le salarié qui reçoit les jours ne se trouve l'obligé de ses collègues donateurs. Nous ne sommes donc pas, et je récuse le terme de charité, mais bien dans un partage de collègues. C'est un terme souvent employé, Monsieur le Ministre, parfois dans la presse. On est sur un partage de situations difficiles entre des collègues qui, par ce biais, veulent partager avec leurs collègues une situation qui est forcément injuste
parce que la première injustice et la première inégalité, même si ce texte, on le sait, ne s'appliquera pas à tous, la première inégalité, c'est la survenue de la maladie. Concrètement, le don de jours de repos augmente le nombre de jours disponibles pour un salarié en charge d'un enfant gravement malade. Il dispose donc de temps pour être présent auprès de son enfant sans diminution de salaire ou de droit à retraite. Par ailleurs, dans les entreprises où un compte épargne-temps a été mis en place, les jours de repos de non y seront affectés et pourront donc faire l'objet d'une conversion en argent ou être utilisés pour un départ anticipé à la retraite. Le mécanisme proposé sera rendu applicable à la fonction publique en application de l'article 2 de la proposition de loi qui renvoie à un décret. La réalité de la situation dans laquelle se trouve une personne, du fait de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident dont a été victime un de ses enfants, est attestée par un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la pathologie en cause. La proposition de loi ne précise pas qui doit être destinataire de ce certificat, mais il semble logique que ce soit l'employeur, car c'est lui qui est appelé à autoriser les dons de jours de repos. La proposition de loi déposée par M. Paul Salène et adoptée par l'Assemblée nationale entend d'abord poser le principe et les principales modalités du don de jours de repos. C'est au sein des entreprises que se négocieront une partie des modalités pratiques du don, rôle des représentants de l'employeur, notamment des services de ressources humaines, organisation de l'entreprise. Les dispositions réglementaires prévoiront le détail de l'organisation pour la fonction publique. La Commission des affaires sociales a fait le choix de ne pas retarder encore l'adoption de ce texte et n'a donc adopté aucun amendement présenté en commission. Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter ce texte sans modification. S'il ne répond pas en effet à tous les cas des familles concernées, ne serait-ce que quelques cas dans l'année d'enfants qui pourront avoir la présence de leurs parents à leur côté, je pense qu'il mérite d'être voté. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Dominique Vatrin pour le groupe CRC. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, pour l'avoir dit en Commission des affaires sociales, comme vous, mes chers collègues, les parlementaires du groupe CRC sont également émus par les situations individuelles des femmes et des hommes qui, confrontés à une maladie grave de leur enfant, un accident important ou à la fin de vie de celui-ci, se retrouvent effectivement dans des situations complexes. En effet, les dispositifs existants, comme les absences pour enfants malades prévues à l'article L. 1225-61 du Code du travail ou le congé de présence parentale, présentent d'importants inconvénients, trop limités dans le temps et insuffisamment rémunérés. Cette proposition de loi se fixe donc comme objectif noble de permettre à ces parents déjà en souffrance psychique de pouvoir rester plus longtemps auprès de leur enfant pour augmenter les chances de guérison. En sécurisant juridiquement les dons de jours de repos dans le privé, en étendant le dispositif au public, elle prétend leur éviter la précarité économique. Comme vous, nous sommes au groupe CRC convaincus qu'il faut mieux accompagner les familles. Le faible nombre de familles concernées chaque année, tout au plus 1500 par an, nous conforte d'ailleurs dans l'idée que cela est possible. Mais nous considérons que votre proposition de loi ne permet pas de répondre à ces objectifs et à ces ambitions louables. Elle n'est en rien le garant pour un parent concerné de pouvoir disposer de tout le temps nécessaire pour accompagner son enfant en tant que de besoin. Car le don théoriquement anonyme et gratuit reposera sur l'aléa et peut-être même sur l'injustice. La perception du nombre de repos pourrait être fonction de la place dans la hiérarchie, du capital de sympathie ou encore du nombre de fois le salarié aura déjà lui-même cédé des jours de repos. De telle sorte que deux salariés d'une même entreprise placés face à des besoins identiques pourraient ne pas bénéficier du même traitement. L'auteur et les rapporteurs de cette proposition de loi citent volontiers comme exemple emblématique le cas de ce père de famille de chez Badois qui a pu cumuler 170 jours de repos grâce à la solidarité de ses collègues. Ou bien, plus récemment encore, ce fonctionnaire
de police qui avait cumulé la promesse de plus de 150 jours de RTT, mais qui n'a pu en profiter compte tenu de l'état actuel du droit. On cite aussi volontiers les accords collectifs chez Badois, justement, 2500 salariés, dans le groupe PSA, 90 000 à 100 000 salariés, ou chez Casino, 73 000 emplois. Mais comment un salarié d'une très petite entreprise, confronté à la même souffrance psychique, à la précarité économique, pourrait-il cumuler autant de jours de repos et donc de possibilités d'accompagner son enfant? Ce qu'il faudrait, c'est créer un vrai droit assuré pour tous et non hypothéqué aux relations amicales et sociales que l'on a pu tisser. Un vrai droit qui ne dépende pas du bon vouloir des autres salariés, de leur propre état de fatigue ou tout simplement du besoin de prendre la totalité des jours de congé, un droit qui évite la culpabilisation de l'autre. Qui plus est, cette proposition de loi, ça nous embête quelque peu, prévoit que l'employeur pourrait s'opposer à cet élan solidaire exprimé par les salariés. Autrement dit, on entend créer un droit qui serait doublement putatif, dépendant tout à la fois des collègues de travail et de l'employeur. Ce n'est pas, mes chers collègues, l'idée que nous nous faisons pour notre part du mot solidarité. S'il faut effectivement renforcer et sécuriser la solidarité locale, il faut aussi sécuriser la solidarité nationale. Et je vous le dis, nous n'avons pas de leçon d'humanité à recevoir sur ce point, ni de la part d'ailleurs de l'auteur de la proposition de loi qui a déclaré dans la presse que les élus seraient en quelque sorte irresponsables s'ils ne votaient pas cette loi, et encore plus s'ils avaient l'outrecuidance de déposer des amendements. D'évidence, avec de tels messages adressés aujourd'hui aux parlementaires, on imagine aujourd'hui la pression qui sera mise demain sur les salariés culpabilisés. Eh bien, nous, sénateurs CRC, nous sommes fiers d'assumer notre responsabilité de législateur, et c'est notre rôle de parlementaires communistes, de parlementaires de gauche, de faire avancer le droit social. Alors c'est pourquoi, bien que limité par l'article 40, nous proposons que soit engagée sans délai une étude de faisabilité. Celle-ci montrerait, j'en suis sûr, qu'il est possible, à condition bien sûr d'en avoir la volonté politique, de dégager quelques dizaines de millions d'euros pour améliorer le dispositif de l'allocation journalière de présence parentale, en la portant notamment à 90% du salaire net. Car il faudra qu'on nous explique. Le gouvernement est capable de distribuer 30 milliards d'exonérations de cotisations sociales aux entreprises sans la moindre contrepartie, mais il ne pourrait dégager quelques dizaines de millions d'euros pour améliorer le sort de ses parents. Enfin, cerise sur le gâteau, c'est aux salariés déjà en peine qu'il est demandé ici d'être généreux. La notion de partage s'appliquant uniquement entre salariés, je pose la question, est-ce si dogmatique que cela que de poser la question de la solidarité verticale? La vérité, c'est que vous appelez les salariés, les ouvriers, les agents publics, y compris les petites gens, à se substituer à la solidarité nationale alors qu'ils doivent eux-mêmes faire face à des difficultés. La vérité, c'est que votre proposition de loi présentée comme généreuse va par contre épargner totalement les employeurs de leurs responsabilités. Pire, elle va créer, je l'ai dit, des situations d'injustice intolérables entre ceux qui pourront et ceux qui ne pourront pas collecter des jours de repos. Alors oui, nous n'opposons pas les choses, sécurisons juridiquement les accords collectifs, les démarches individuelles de solidarité, mais oui, aussi parce que nous sommes des législateurs responsables, parce que nous sommes garants de l'égalité de traitement entre les citoyens, ayons l'ambition aussi de porter l'exigence d'une solidarité universelle. Et c'est pourquoi, pour toutes ces raisons, le groupe CRC ne votera malheureusement pas cette proposition de loi. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Jacky Lemaine pour le groupe socialiste.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ce texte qui nous est proposé aujourd'hui est la conséquence d'actions généreuses, celles de salariés qui ont fait don de jours de repos pour aider un collègue parent d'enfants malades à demeurer près de leur enfant pendant une longue hospitalisation, comme viennent de le rappeler Monsieur le Ministre et Madame la rapporteure. Nous devons tout d'abord nous interroger sur la cause de ces dons. En effet, il existe dans notre droit une panoplie de congés liés à des circonstances familiales. Certains de ces congés ne sont pas indemnisés. Le congé pour enfant malade d'une durée de 3 ou 5 jours par an qui s'applique dans le cas d'affections relativement bénignes. Le congé de soutien familial entre 3 mois et 1 an pour venir en aide à un membre de la famille atteint d'un handicap ou d'une perte d'autonomie particulièrement grave. D'autres congés sont indemnisés. Le congé de solidarité familiale d'une durée de 3 mois renouvelable, il permet d'assister un proche souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou étant en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. L'indemnité aujourd'hui est de 54,82 € dans la limite de 21 jours. Elle n'est pas cumulable avec d'autres prestations. Le congé de présence parentale est celui qui semble le plus adapté à la situation qui nous préoccupe. Il est attribué pour une période maximale de 14 mois et il est indemnisé par la Sécurité sociale sous la forme d'une allocation journalière de présence parentale. L'enfant doit avoir moins de 20 ans, le parent doit en assurer la charge effective et le congé peut être renouvelé si nécessaire. L'allocation est de 50,74 € par jour pour un parent seul et de 42,71 € pour un couple. Un complément peut être versé par la caisse d'allocation familiale sous forme d'un remboursement de frais de 109,24 € par mois. J'ajoute que ce remboursement est soumis à un plafond de revenus et tient compte du nombre total d'enfants à charge. Il est bien évident que ce n'est pas avec les sommes que je viens de citer qu'une personne ou une famille peut vivre, a fortiori avec un enfant malade ou hospitalisé. Nous savons tous ce qui se passe alors. Les parents, et particulièrement les femmes, les moins fortunés, utilisent d'autres congés, notamment les congés maladie pour eux-mêmes. Au demeurant, la situation qu'ils vivent les conduit souvent à avoir eux-mêmes un besoin absolu non seulement de disponibilité, mais aussi de repos. Ces arrangements sont parfaitement compréhensibles. Mais ils ne sont pas légaux et peuvent faire courir des risques aux salariés sur le plan professionnel. Confrontés à des situations dramatiques dans des entreprises, les salariés collègues de parents en difficulté ont mis en œuvre des initiatives généreuses. Ils ont donné une partie de leur jour de repos pour permettre aux parents d'être avec leurs enfants. Ce sont des gestes remarquables, d'une grande humanité, des gestes fraternels dans un monde que l'on dit trop souvent individualiste et égoïste. En tant qu'êtres humains, ils nous apportent un espoir. En tant que législateurs, par contre, ils nous interrogent. Comment devons-nous y répondre? Le texte nous propose une généralisation de ce système, soit. Mais si les initiatives des salariés ont eu lieu, c'est bien parce que les dispositifs légaux existants ne répondent pas correctement aux besoins et sont insuffisants, surtout sur le plan financier. Ce sont environ 1 000 ou 1 500 familles qui sont concernées chaque année. À combien s'élèverait l'augmentation du montant de l'allocation de présence parentale pour permettre à ces familles de s'occuper de leurs enfants gravement malades? C'est une question. On nous dit que le contexte budgétaire ne se prête pas aux dépenses, qu'il faut au contraire faire des économies. Nous le croyons bien volontiers. Mais nous savons aussi que les sommes concernées, ici au regard des masses budgétaires en jeu, sont très peu de choses. Nous savons aussi que pour les familles, elles auraient une valeur considérable et, à nos yeux, peu discutable. C'est donc avant tout, nous semble-t-il, qu'il faut agir. C'est donc là avant tout qu'il nous faut agir. Un relèvement des plafonds de ressources serait une mesure minimale. J'ajoute que cette mesure aurait un avantage considérable sur ce qui nous est proposé ce soir, la garantie d'exister pour tous dans les mêmes conditions. Il est de notre rôle de législateur sur cette question d'entamer un dialogue avec le gouvernement, avec vous, Monsieur le ministre, pour régler cette affaire de façon équitable. Il me semble, ainsi qu'à mes collègues de notre formation politique, qu'il est particulièrement difficile de légiférer en matière de générosité. Vous l'avez d'ailleurs vous-même noté il y a quelques instants. On peut, c'est notre cas, souscrire pleinement aux initiatives individuelles et ou collectives
je le répète, généreuse des salariés, mais ne pas vouloir les empêcher, bien entendu, et même les soutenir. Mais notre rôle de législateur se situe au-delà. Il nous appartient de travailler dans l'intérêt général et faire en sorte que chacun dispose, en vertu de la loi, des mêmes droits et des mêmes devoirs. Or, le texte que vous nous proposez ne répond pas à cette obligation. Permettez-moi quelques observations. Il y a d'abord une évidence. Le salarié par an qui travaille dans une entreprise de 500 salariés, on vient de le répéter, monsieur l'interlocuteur précédent, là, il obtiendrait vraisemblablement beaucoup plus de journées que celui qui travaille dans une entreprise de 30 personnes. Donc, le dispositif proposé est structurellement biaisé. Nous ne pouvons inscrire dans la loi cette inégalité qui serait l'un des fondements même du texte. Comment l'anonymat du don serait-il garanti? Surtout dans une petite et moyenne entreprise. Le salarié qui reçoit devrait-il alors se sentir redevable auprès des autres salariés? Ne risque-t-on pas d'assister à des pressions, à des conflits si des salariés ne peuvent pas, voire ne veulent pas, donner des jours de repos? Certains ne risquent-ils pas d'être rétifs si leur générosité a pour eux des conséquences fiscales et sociales négatives? C'est une question. Et cela d'autant plus que le texte ne fixe comme seule borne que les 24 jours de congé annuels. N'y a-t-il pas alors un risque de stigmatisation qui irait à l'encontre des objectifs visés? L'idée d'une chaîne de solidarité est très belle, mais nous devons être très attentifs à ces difficultés que je viens de soulever. Par ailleurs, comment s'organisera concrètement l'opération? Les salariés ont des métiers différents et ils ne sont pas interchangeables. En outre, comment seront formalisées la demande du salarié et l'accord de l'employeur? Cette question n'est pas indifférente en cas d'accident du travail survenant à un salarié offrant des jours de repos. Le texte de cette proposition de loi ne prévoit pas l'intervention d'un accord. Pourtant, c'est bien par ce canal que sont intervenues les opérations de dons ayant déjà eu lieu, par exemple dans l'entreprise Mérial ou l'entreprise Badois dans la Loire. L'employeur apportera-t-il une participation sous une forme restant à définir? Mais laquelle? Par exemple, des jours de congé supplémentaires? C'est une question. S'il n'y a pas d'accord, ce point reste livré à sa seule bonne volonté, même si personne n'en doute. Mais surtout, en l'absence d'accord, nous restons dans un flou, dans le flou. Un mouvement spontané, généreux, mais aux conséquences juridiques et pratiques imprévisibles. Enfin, s'agissant des fonctions publiques, le texte de cette proposition de loi propose l'intervention d'un décret. C'est reconnaître par là que nous interviendrions aux limites du domaine réglementaire. Au total, nous constatons que les élans de générosité des salariés pour soutenir des parents d'enfants malades suscitent l'émotion et le soutien de nos compatriotes et aussi des médias. Nous recevons cela, je le répète, en tant que législateurs, comme un appel à agir. Nous devons donc nous garder notre premier mouvement, naturellement en direction d'une démarche généreuse. Jusqu'à présent, le don de jours de repos s'est effectué dans les entreprises par voie d'accord, de façon ponctuelle et sans intervention législative. Au demeurant, rien ne l'interdit. Pour autant, cette voie remarquable sur le plan humain n'est, je le répète, pas satisfaisante sur le plan juridique et n'est pas vraiment généralisable. Elle pourrait même mettre en péril les dispositifs existants alors qu'il faudrait les renforcer. Et j'ajouterai qu'il faudra les renforcer et que nous devrons tout mettre en œuvre pour travailler sur ce volet de la protection sociale, de façon à le faire avancer. C'est pourquoi, compte tenu de toutes ces interrogations aujourd'hui, le groupe socialiste s'abstiendra sur cette proposition de loi. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Gérard Roche pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, avant de vous donner la position du groupe UDI-UC sur cette proposition de loi, je souhaite revenir sur la situation à laquelle elle envisage d'apporter, en partie seulement, une solution. Nous évoquons ici le cas d'un enfant de moins de 20 ans, atteint d'une maladie grave,
qui va nécessiter une hospitalisation de longue durée dans un service hospitalier très hautement spécialisé et souvent très éloigné du domicile des parents. L'enfant souffre de sa maladie, de soins douloureux qui lui sont prodigués ou d'une immobilisation qui lui est imposée et ses parents pensent que leur présence constante auprès de lui atténue ce traumatisme. Dans cette situation, si les deux parents travaillent, on sait que l'un d'eux, souvent la mère d'ailleurs, quittera son emploi, ce qui aura pour conséquence le risque de perdre cet emploi et en tout état de cause la perte de revenus. Dans le cas de famille monoparentale, la cessation d'activité du parent est quasiment impossible. Le parent ne peut compter que sur ses droits à congé pour être présent auprès de son enfant. Alors, ces parents s'arrangent, qu'ils soient seuls ou en couple. Ils ne peuvent se priver de leur salaire, alors ils s'arrangent pour cumuler les congés non encore pris ou encore pour anticiper sur ceux à venir. Dans certains services, en particulier chez les fonctionnaires hospitaliers ou policiers, ils cumulent leurs jours de récupération liés à des services de nuit, de week-end et de présence exceptionnelle. Mais malgré tous ces efforts et l'aide d'autres membres de leur famille, ils n'arrivent pas toujours à assurer auprès de leur enfant la présence permanente dont on sait qu'elle contribue grandement à l'amélioration de son état de santé et, on l'espère, à sa guérison. Au terme de la proposition de loi, afin d'augmenter la durée de présence des parents auprès de leurs enfants, certains de leurs collègues pourront, s'ils le souhaitent, leur donner des jours de congé de RTT, assurant ainsi le travail à leur place. On comprend bien que ceci ne sera pas toujours possible dans certaines entreprises de remplacer quelqu'un à son poste et que cette proposition ne pourra s'appliquer. Laissons au bon sens de chacun, salarié et employeur, l'intelligence d'apprécier la possibilité ou non de le faire. Je rappelle aussi au passage qu'il est interdit qu'un salarié prenne moins de 4 semaines de congé par an, et cette proposition de loi ne changera rien à cette interdiction. Il s'agira donc pour chaque salarié d'une heure de quelques jours à l'offrir aux parents concernés au gré de ses souhaits et de ses possibilités. C'est évidemment l'addition de ces quelques jours donnés par plusieurs salariés qui rendront cette initiative réellement efficace. Cela ne concerne donc pas les petites entreprises ayant peu d'employés, le nombre de jours donnés cumulés n'étant pas suffisamment important pour être significatif. Combien de ces cas seraient concernés chaque année par les dispositions de cette proposition de loi ? Les statistiques hospitalières évoquent environ 1800 cas par an. Tous les parents concernés ne vont pas être des salariés. Tous les parents concernés ne vont pas être des parents isolés, sans famille, proche et coopérante. Et tous les parents concernés ne vont pas non plus être éloignés des lieux de soins de leurs enfants. Ces situations resteront des exceptions, et c'est par quelques dizaines qu'on comptera les parents qui auront besoin de ces dons de jour et par quelques centaines les salariés qui seront amenés à leur les donner. Ne traitons pas ce sujet comme s'il concernait des millions de personnes. Je trouve à ce texte bien des vertus humaines. On est là devant des dispositions qui vont permettre à certaines personnes d'en aider une autre dans un moment particulièrement douloureux et stressant. On permet à des femmes et à des hommes de manifester leur empathie, leur amitié, leur générosité, leur solidarité à l'égard d'une ou d'un collègue malheureux et désemparé. Rien n'est imposé, ni aux salariés, ni aux employeurs. Je sais que certains ont signalé l'inégalité de traitement entre petites et grandes entreprises, et je l'ai moi-même dit tout à l'heure. Je sais que l'on peut être accusé de substituer les solidarités personnelles au droit public et au droit social. Mais nous souhaitons, par ce texte, donner la priorité au pragmatisme sur le dogmatisme et laisser pour une fois les sentiments s'exprimer en permettant un geste d'humanité entre les personnes qui travaillent et vivent ensemble. Et c'est la raison pour laquelle je vous encourage, chers collègues, à voter ce texte. C'est en tout cas ce que fera notre groupe. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Aline Archimbaud pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, chers collègues, cette proposition de loi concerne les parents d'enfants gravement malades qui travaillent et ont besoin de dégager du temps pour accompagner leur enfant dans cette période particulièrement douloureuse. C'est un objectif qui, je le sais, et j'en ai eu la confirmation lors de nos échanges sur ce texte, est partagé sur tous les bancs de cet hémicycle. Cela concerne en moyenne 1500 familles par an,
dans des situations exceptionnelles pour des maladies très lourdes, qui ne laissent malheureusement pas souvent l'espoir d'une issue heureuse et qui se traduisent par des périodes de grande détresse, au cours desquelles les médecins attestent qu'une présence affective est indispensable. Spontanément et à plusieurs reprises, cela a été rappelé avant moi, il est arrivé que des salariés dont un collègue était concerné décident de lui faire don de jours de repos pour qu'il puisse passer plus de temps auprès de son enfant. Cela est un geste de générosité collective, spontané, mais qui ne manque pas de nous interroger à au moins 2 égards, et des interrogations ont déjà été formulées avant moi. En effet, cela souligne, premièrement, que la solidarité nationale organisée par la loi est incomplète sur ce point et nécessite d'être améliorée. Il existe déjà, en droit du travail, comme la rapporteure l'a rappelé, plusieurs dispositifs permettant de prendre soin d'un enfant malade, absence pour enfant malade, 3 à 5 jours par an, passage à temps partiel de droit et congé de présence parentale. En tout, le nombre maximal de jours de congé dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est de 310 jours ouvrés, soit 14 mois, dans une période dont la durée est fixée pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap à 3 ans. Mais ce cadre juridique est contraignant pour les familles concernées et les rémunérations prévues empêchent de fait beaucoup de parents aux revenus modestes d'avoir recours à ces congés prévus par la loi. Les chiffres ont été cités avant moi. C'est cette insuffisance qui a poussé certains salariés à se substituer généreusement, spontanément, à la solidarité nationale. Et c'est cette substitution que cette proposition de loi nous suggère aujourd'hui de faciliter en lui offrant un cadre légal. Certains de mes collègues trouvent cela choquant et en appellent à une réforme d'ampleur de la solidarité nationale pour les parents d'enfants malades. C'est également ce que je souhaite personnellement à terme. Mais doit-on, à ce titre, refuser tout aménagement transitoire? Et que proposer en attendant à ces environ 1500 familles concernées par an, dans des situations à la fois très douloureuses et exceptionnelles? La seconde question que pose ce geste de générosité collective, constaté dans plusieurs entreprises que mes collègues ont citées, c'est qu'elle instaure de fait une inégalité entre les salariés, car tous les travailleurs ne sont pas salariés, et parmi les salariés, la négociation de tels arrangements ne semble en l'état possible que dans de grandes entreprises ou assez grandes entreprises, et par ailleurs a échoué à plusieurs reprises à se mettre en place, par exemple dans le secteur public. Cette proposition de loi, je le concède, ne résout pas toutes ces interrogations, mais en revanche, je constate aussi que cette proposition de loi, en offrant un cadre à ce qui relevait pour l'instant de l'improvisation, permettra de fait, d'élargir le nombre de salariés pouvant bénéficier du dispositif, et notamment tous les salariés du secteur public, au sein duquel le don de jours de repos, autorisé pour l'instant dans le cadre d'un accord collectif dans les entreprises du secteur privé, n'était pas prévu et donc est légalement impossible. De plus, cette proposition de loi est sérieusement encadrée, puisqu'elle ne peut pas mettre en cause le droit fondamental à 4 journées de congés payés et que, par ailleurs, elle garantit le principe de l'anonymat du don. Ma conviction, en l'occurrence, et dans cette situation, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. Oui, la solidarité nationale a les moyens d'améliorer ce dispositif. Oui, cela serait utile. La question est, cela se fera-t-il effectivement, et si oui, quand? Alors, nous sommes pragmatiques, je suis pragmatique, et nous connaissons la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le gouvernement, qui mobilise son énergie à la recherche de milliards. Ce genre de réforme d'ampleur sera difficile, en tout cas, elle devra attendre, elle sera longue à mettre en place. Et je suis donc pour les initiatives parlementaires qui, certes, jamais parfaites, et celle-ci n'est pas parfaite, car vous savez également que les possibilités d'initiatives parlementaires sont restreintes, ces initiatives qui améliorent la situation pour certains, et en l'occurrence pour des parents confrontés à la maladie de leurs enfants. On pourra toujours par la suite intégrer cette initiative parlementaire à des projets de loi. Les récentes élections municipales nous ont rappelé, encore une fois, combien la population souhaitait que les responsables politiques, nous autres, sortions de notre bulle, que nous soyons beaucoup plus à l'écoute
de la vie quotidienne de nos concitoyens. Nous avons là un exemple à la fois de souffrance, mais aussi de formidables réserves de générosité, de solidarité, qui se manifestent parfois dans la société civile et dont nous avons, me semble-t-il, aussi le devoir de les relayer, en tout cas qu'elles aient la possibilité, pas l'obligation bien sûr, mais la possibilité légale de s'exprimer. Monsieur le ministre, vous avez indiqué que vous en remettiez à la sagesse de cette Assemblée. C'est donc pourquoi, en toute conscience, après avoir réfléchi, le groupe écologiste, et pour les raisons que j'ai dites, votera pour cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à notre collègue Gilbert Barbier, du groupe RDSE. Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame le rapporteur, mes chers collègues. Une initiative généreuse a inspiré la proposition de loi dont nous discutons et depuis janvier 2012, date à laquelle elle a été votée par l'Assemblée nationale, plusieurs entreprises ont mis en place un mécanisme de don de jours de repos entre salariés. Aujourd'hui, c'est d'une part l'occasion de saluer ces initiatives de solidarité et d'autre part de proposer un dispositif légal permettant de les étendre. Ces expériences qui ont été menées témoignent de l'insuffisance du dispositif dont bénéficient actuellement les parents d'un enfant gravement malade. Le sujet est d'importance, puisque c'est, comme ça a été dit, environ 1500 enfants qui seraient en permanence en phase terminale en France. Et je dois dire, excusez-moi, mon expérience personnelle, pour avoir exercé pendant 10 ans en chirurgie infantile, sur le drame que pose le problème pour les parents de ne pas pouvoir en permanence être aux côtés de leur enfant, drame pour les parents, drame aussi pour l'enfant qui, bien entendu, même s'il est entouré par le personnel médical et paramédical, ne retrouve pas forcément auprès d'eux le bien-être que les enfants apportent. Et des initiatives sont prises, vous savez, Monsieur le ministre et le maire de Dijon, en matière d'accueil autour de votre CHU, des parents d'enfants qui puissent rester le plus longtemps possible aux côtés de leurs enfants. Si les salariés se sont mobilisés, c'est que le congé de présence parentale n'offre pas suffisamment de garanties. Ce congé n'est pas rémunéré, mais il peut être accompagné d'une allocation journalière de présence parentale. Je ne vais pas insister sur les termes techniques de cette allocation, elle vient d'être soulignée par les orateurs précédents. C'est bien d'une insuffisance qui a incité les salariés à être solidaires. Le texte propose de pallier les manques de la législation actuelle en se fondant sur ces initiatives. On compléterait ainsi la solidarité nationale par une solidarité au sein de l'entreprise, entreprises et également établissements publics, que ce soit les collectivités et même dans les hôpitaux eux-mêmes sur ce problème. Cette proposition de loi nous offre donc l'opportunité d'améliorer la situation des parents d'enfants gravement malades sans toucher aux finances publiques, ça a été insisté là-dessus. La proposition de loi semble répondre donc à un réel besoin. Les expériences de solidarité ont montré qu'elles sont possibles sans que le législateur intervienne. C'est effectivement un peu votre position, Monsieur le ministre, mais seules les grandes entreprises ont les moyens de mettre en place ce système. En outre, et le rapporteur l'a bien souligné, c'est que les agents de la fonction publique ne disposent pas des moyens légaux pour mettre en place ce mécanisme. Ces lacunes ont suscité une certaine émotion qui s'est notamment manifestée grâce à une pétition tendant à soutenir l'adoption de cette proposition de loi. L'Assemblée nationale a largement amélioré le texte initial. Aujourd'hui, il est composé de 2 articles. Ont été précisés en particulier le caractère anonyme et gratuit du don. Je pense que c'est très important, ce qui permet une protection du donateur et du donataire, conforme à notre statut qu'on retrouve dans d'autres domaines. Madame le rapporteur, nous en discutons souvent au sein du conseil de surveillance de l'Agence de biomédecine. Le respect des périodes minimales de congé pour le donneur,
Le maintien de la rémunération et des droits liés à l'ancienneté pour le bénéficiaire constitue d'autres garanties importantes. Le second article prévoit l'extension du dispositif aux agents de la fonction publique et ceci me paraît capital. Cette proposition de loi, basée sur plusieurs initiatives spontanées, pose effectivement un certain nombre de questions et je comprends bien qu'on ne réglera pas la totalité du problème à travers cette loi. C'est en premier lieu la discussion qui est faite sur l'intervention du législateur dans un domaine où la solidarité s'est construite sans la loi. Mais il ne faut pas négliger la puissance symbolique d'un tel texte. Il indique qu'en ce domaine, la solidarité se joue au niveau de l'entreprise. Le risque d'inégalité qu'il génère est la critique la plus forte qu'on a pu entendre. Inégalité, en effet, en fonction de la taille de l'entreprise au sein d'une même structure, en fonction du capital de sympathie dont bénéficie la personne concernée aussi, là, il y a un véritable problème, et de sa place dans la hiérarchie. Le texte permet la solidarité, mais ne l'assure pas. Il n'offre pas de solution certaine et prévisible pour les parents concernés. Mais cependant, la proposition de loi répond à un besoin immédiat, en particulier pour la fonction publique, je le répète, même s'il ne comble pas les lacunes du dispositif actuel dans la limite que nous impose l'article 40 de la Constitution. La proposition de loi constitue indéniablement à améliorer la situation de parents qui vivent un moment particulièrement difficile. Aussi, c'est pourquoi nous serons très nombreux au groupe RDSE à lui apporter notre soutien. Merci, chers collègues. Pour le groupe UMP, maintenant, la parole est à Monsieur René-Paul Savary. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur, Mesdames, Messieurs, chers collègues, on le sait, accompagner un enfant malade est une épreuve que malheureusement certains parents doivent disputer. Ces parents, ces héros, je dirais, n'ont pas assez de leurs jours de repos légaux pour être suffisamment présents auprès de leurs enfants et les conduire dans leurs activités, leurs soins, les consultations médicales, les rendez-vous à toute heure du jour et parfois malheureusement de la nuit. Donc cette proposition, me semble-t-il, de loi est devenue complètement indispensable. Elle devrait même devenir une évidence, sachant ô combien nos concitoyens sont généreux dans ces situations difficiles. Alors bien sûr, il existe aujourd'hui, ça a été rappelé, l'allocation journalière de présence parentale, mais on sait qu'elle est contingentée. Et en plus de la peine d'avoir un enfant gravement malade, on rencontre des difficultés financières, puisque 942 € maximum par mois pour un couple est véritablement une mise en situation de difficulté financière. Ces initiatives de dons ont d'ailleurs été lancées dans divers départements, dans des entreprises, mais sans cadre légal. Alors, faute d'encadrement législatif, de nombreux acteurs privés ou publics refusent parfois d'exercer ce procédé, tendant à faire du don d'heures de réduction du temps de travail ou de récupération pour un parent d'enfants gravement malades, une action collective tout à fait déterminante. Donc cette proposition de loi me paraît tout à fait souhaitable, d'autant plus qu'elle n'impose pas une généralisation de la pratique. C'est véritablement une volonté. Et seuls sont concernés les salariés ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap d'une particulière gravité. Donc l'effet, cela a été dit, est particulièrement limité. Donc, Monsieur le Ministre, pas trop de crainte, me semble-t-il, dans ce domaine-là. Permettant une plus grande souplesse aux acteurs économiques, cette possibilité va s'ouvrir, si la loi est adoptée, aux salariés, même en l'absence d'accord collectif, et elle ne coûtera rien aux employeurs. Dans une période où on recherche la compétitivité, cela méritait aussi d'être souligné. C'est un don de RTT effectué de manière tout à fait anonyme par les salariés. Donc là aussi, je crois qu'il y a les garanties nécessaires pour faire en sorte que ce système puisse trouver le cadre législatif tout à fait essentiel. Moi, je souhaiterais surtout intervenir juste sur quelques points, rappeler que c'est un élan de solidarité qu'il faut cadrer. Ça peut être même une motivation pour une entreprise.
à taille humaine, bien entendu, plus volontiers à taille humaine, quand un salarié connaît des difficultés vis-à-vis d'un enfant gravement malade, tout le monde se réunit ensemble. Et c'est un projet à la fois de solidarité pour celui qui est en difficulté, mais également un vrai projet d'entreprise qui permet aux employés, aux salariés, aux collaborateurs d'être davantage soudés dans la difficulté et faire en sorte qu'à travers cela, ils se connaissent mieux, ils tissent des relations différentes par rapport aux relations de travail, qui sont des relations humaines, qui échappent parfois à nos entreprises et qui doivent permettre, là aussi, de conforter l'esprit d'équipe, en plus de l'esprit de solidarité au sein d'une entreprise. Puis, ma foi, participer à une loi qui n'a pas de répercussions financières, quel bonheur. Si plus souvent, Monsieur le Ministre, on se retrouvait dans cet hémicycle à avoir des lois qui n'aient pas des répercussions encore pour nos concitoyens ou pour nos entreprises, j'en suis sûr qu'on en serait tous ravis. D'autant plus que la solidarité dans ce pays est financée à crédit, malheureusement, compte tenu de notre endettement et la protection sociale, la caisse d'amortissement, l'ensemble de cette dette que l'on étale d'année en année en la confiant aux générations futures, fait qu'aujourd'hui, la solidarité n'a pas le coût qu'elle a d'autrefois. Mais en parlant de journée de solidarité et en étant sous la présidence de Jean-Pierre Raffarin, cela me rappelle que l'on avait mis sur pied une journée de solidarité qui était tout à fait essentielle. Alors ça a fait grincer un petit peu à lundi de Pentecôte au départ, n'empêche que ça s'est généralisé, qu'il y a un jour de RTT maintenant qui est confié dans le nombre d'entreprises ou dans les collectivités, on le fait au sein de nos collectivités, de façon à activer là aussi la solidarité avec une répercussion financière, me semble-t-il, non négligeable, de milliards d'euros qui vont à la CNSA par cette journée de solidarité. Peut-être qu'on pourrait d'ailleurs, compte tenu de cette chose-là qui est acceptée par nos concitoyens, l'élargir. On a proposé de trouver un financement de la protection sociale à travers une deuxième journée de la solidarité, puis l'élargir également à l'ensemble des salariés ou non salariés pour trouver quelque chose permettant notamment de financer la dépendance. Et à propos de dépendance, Monsieur le Ministre, il me semblait qu'il y avait une loi qui avait été proposée qui devrait peut-être revenir. Vous allez peut-être nous donner des précisions, parce que cette loi sur la dépendance, même si ce n'est pas directement de votre ressort, bien sûr, avait commencé à être travaillée, notamment avec les présidents de conseils généraux, et j'ai eu l'occasion avec mon ami Roche de participer à un certain nombre de discussions, puisqu'elle plaçait au centre de l'évolution du dispositif les départements. Les conseils généraux, futurs conseils départementaux, appelés à disparaître. Donc il faudra aussi revoir le dispositif de cet accompagnement de la dépendance. Mais nous sommes aujourd'hui sur la solidarité, donc je reviens au propos. Elle est essentielle, tant mieux, c'est bien l'expression du modèle français que cette proposition, me semble-t-il. Il faut une loi, oui, il faut une loi pour permettre aux salariés d'avoir un comportement civique et solidaire. C'est comme quoi on a une société particulièrement complexe qui a besoin d'être encadrée, très normative. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui réunis à travers cela. Et je crois que la loi s'impose parce qu'il s'agit, pour quelques cas particuliers, de véritablement faire une action humaine tout à fait déterminante pour des familles. C'est la raison pour laquelle je soutiens avec vigueur, vous l'avez compris, cette proposition de loi et je vous en remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Philippe Bas. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur et mes chers collègues, j'ai bien écouté les précédentes interventions et je crois que l'essentiel a été dit sur ce débat. Je ne voudrais pas qu'on oppose la générosité et la solidarité. Je crois que les deux sont nécessaires. Il y a, au titre de la solidarité, ce congé de présence parentale, cette allocation de présence parentale. L'un et l'autre sont indispensables. Il y a, au titre de la générosité, des expérimentations, des innovations sociales qu'il s'agit tout simplement par ce texte de réguler. Et la cause est noble, elle est légitime, chacun l'a dit à cette tribune, y compris ceux qui ont émis un certain nombre de réserves. Mais toutes ces réserves, au fond, sont opposables à tout geste de générosité, à toute action philanthropique ou caritative qui, par essence,
postule qu'il ne s'agit pas de droit, qu'il ne s'agit pas non plus de redistribution sociale généralisée, mais qu'il s'agit d'actions laissées à l'initiative et à la liberté de chacun pour venir colmater les brèches de notre système social. C'est ainsi qu'à côté du RSA, nous avons toujours les restaurants du cœur. Et nous aurons, à côté du congé de présence parentale, le don de journée de RTT, un don libre, spontané, volontaire, un don éthique, pour reprendre une expression qui est plutôt utilisée en matière de don du sang, par exemple, un don gratuit, un don anonyme, encadré, avec un certain nombre de dispositions qui évitent justement qu'on fasse n'importe quoi dans ces expérimentations et ces innovations sociales. Il est toujours nécessaire d'organiser le bénévolat quand il existe et on ne peut pas imaginer une société qui, grâce à la performance de ces systèmes sociaux, pourrait se passer de l'entraide et de gestes de fraternité entre ses membres. Et c'est tout le sens, je crois, de cette proposition de loi. Elle n'est pas idéale, mais c'est vrai que si notre système de protection sociale permettait, grâce au congé de présence parentale et à l'allocation de présence parentale, de couvrir toutes les situations de détresse familiale qui sont causées par l'empêchement de la mère ou du père d'accompagner un enfant gravement malade pour ses soins ou à la maison tout simplement pour vivre une convalescence ou un traitement, eh bien, nous n'aurions pas besoin aujourd'hui de nous réunir autour de cette proposition de loi. C'est bien qu'il manque quelque chose. J'ai moi-même essayé, il y a un certain nombre d'années, d'apporter ma pierre à l'amélioration de ce régime. Force est de constater que si la loi de 2006, que j'avais eu l'honneur de présenter à l'époque au nom du gouvernement, a amélioré la situation en matière d'allocation de présence parentale, on est passé de fin 2004 à 3 600 familles bénéficiaires de l'allocation, à 5 747 en 2013. C'est encore très insuffisant par rapport au nombre de familles qui ont besoin de cette aide. Alors, si le gouvernement nous proposait d'améliorer le régime de solidarité, encore une fois, j'y serais, en ce qui me concerne, tout à fait ouvert, mais ça n'est pas ce qu'il fait, puisqu'il se contente d'émettre des réserves à la proposition de loi, sans pour autant nous dire quelle est sa solution pour faire face à la difficulté extrême de ces familles en souffrance. Et en l'absence de solution alternative, je crois qu'il n'y aurait vraiment pas de bonne raison de différer l'adoption de ce texte. Alors bien sûr, on pourra dire, il manque ici ou là des précisions, on est dans un tel dispositif reposant sur la bonne volonté des uns et des autres que l'employeur, comme pour toute journée de réduction du temps de travail ou tout congé, peut dire « Ah ben non, la production serait compromise si vous partez la semaine prochaine », alors que pour le congé de présence parentale, il suffit d'informer l'employeur 48 heures à l'avance et le congé est de droit. Oui, il y a des avantages au système de solidarité et pour autant, ce n'est pas parce que le dispositif qui nous est proposé est imparfait, n'est pas général, ne repose que sur un geste d'entraide de salariés et donc ne s'appliquera pas à l'aide que des retraités pourraient apporter. Et certains le font d'ailleurs très généreusement dans le même type de situation. Eh bien, ça n'est pas parce qu'il y a des objections à faire à ce dispositif qui, à l'évidence, ne couvrira pas toutes les situations dans de bonnes conditions qu'il faut refuser de l'adopter. C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, je plaide pour son adoption et je souhaite que nous ne tirions pas argument de telle ou telle imperfection du texte pour adopter des amendements qui n'auraient pas d'autre effet que d'empêcher en réalité l'adoption de ce texte avant des délais qui seraient trop longs, puisqu'il faudrait à ce moment-là qu'il soit rediscuté à l'Assemblée nationale, ce qui serait tout de même dommage. Alors, mes chers collègues, nous ne sommes pas en présence d'une entorse à nos grands principes de solidarité. Nous sommes en présence d'un texte qui est à la fois inspiré par un grand humanisme et qui n'a pas la prétention, malheureusement, de faire cesser les souffrances qu'il permettra simplement et en toute modestie de mieux accompagner. Je crois qu'il faut donc, sans hésiter, l'adopter et l'adopter sans amendement. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, un commentaire sur ces différentes interventions en discussion générale ?
Oui, merci Monsieur le Président. D'abord, remercier les intervenants pour la qualité de leurs interventions et pour avoir précisé le sens qu'il fallait donner à cette proposition de loi. Je crois que tout a été dit. J'ajouterais juste, devant les envolées lyriques de notre collègue Philippe Bas, que sans la loi, cet acte de solidarité a existé. Et que donc, c'est maintenant par la loi que, si vous le décidez, il sera généralisé à l'ensemble des entreprises. Un regret peut-être quand même, l'employeur lui-même, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que les principales organisations patronales ne voulaient pas en entendre parler, lui-même n'est pas appelé à participer à cette solidarité, on peut quand même le regretter. Voilà, mais je l'ai dit, la position du gouvernement, c'est bien évidemment de s'en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée sur ce texte. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais mettre aux voix l'amendement numéro 3, qui va être présenté par Monsieur Vatrin. Non, mais je mets aux voix après avoir présenté. Non, je voulais simplement respecter les délais, mes chers collègues, parce qu'à 18h30, nous leverons la séance. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues. D'abord, moi, je voudrais me féliciter de la qualité des débats, moi aussi, Monsieur le Ministre, parce que c'est vrai qu'en commission des affaires sociales, nos arguments avaient suscité une levée de boucliers. On nous disait presque que nous manquions d'humanité et que nous étions quelque peu des dogmatiques bornés. Mais je me rends compte, finalement, que peut-être nous avons semé quelques arguments qui ont été en tout cas repris ici par le ministre, partiellement bien sûr, et sur d'autres bancs, et donc finalement que nous avons joué un rôle tout à fait utile pour faire avancer ce dossier. Notre but, c'est pas de casser cette proposition de loi, notre but, c'est d'arriver à des solutions universellement applicables à tous les parents qui, en plus de la souffrance psychologique, ne doivent pas être mis dans des situations de précarité économique. Nous n'opposons pas, je le redis parce que je crois qu'il y a un contresens et un malentendu, nous n'opposons pas solidarité individuelle et locale qui peut se manifester dans l'entreprise, dans le cadre de négociations collectives, d'accords collectifs, ça a été cité, et solidarité nationale. Mais force est de constater, je ne vais pas refaire ma démonstration, parce que les exemples qui sont cités, c'est des exemples de très grandes entreprises, qu'il y a un vide de toute façon, même si la proposition de loi a été adoptée en état, puis que tout le monde ne serait pas mis sur un même pied d'égalité. Et nous pensons que nous ne partons pas de rien en matière de solidarité nationale. Il existe, comme cela a été rappelé par la rapporteure et par d'autres orateurs, le congé parental de présence. Il existe l'allocation journalière de présence parentale. Appuyons-nous sur ces dispositifs. Nous avons à plusieurs constaté leur insuffisance. Eh bien, il est possible tout de même, et sans attendre, de passer à leur amélioration. Voilà des systèmes qui permettent 310 jours de congés renouvelables pendant une période de 3 ans, mais renouvelables. Le seul problème, c'est que, comme cela a été dit par d'autres, eh bien, l'indemnisation qui est proposée dans le cadre de la sécurité sociale est limitée, par exemple pour un couple, à 945 €. Eh bien, le sens même de cet amendement, c'est d'inscrire dans la proposition de loi l'idée d'une revalorisation sensible de cette allocation journalière de présence parentale en la portant à 90% du salaire net. Alors certes, nous sommes là encore une nouvelle fois limités par l'article 40 de la Constitution, mais vous avez, comme vous, compris qu'en déposant cette demande de rapport, c'est bien ce qui est visé. J'espère que peut-être, par rapport à ce qui a été exprimé ici, ne suffira peut-être pas d'attendre 6 mois pour mettre ces dispositions, ces propositions en application. Je sais qu'il y a un collectif budgétaire qui est prévu au mois de juin. Eh bien, je propose tout simplement de voter cet amendement et de faire appel au gouvernement pour qu'il agisse au plus vite. Merci, chers collègues, pour la présentation de cet amendement. Madame la rapporteure, pour l'avis sur cet amendement.
Alors, cet amendement a été rejeté en commission. Alors, c'est vrai que jamais il nous est venu l'idée, du moins à moi, de vous faire le reproche de défendre vos convictions par rapport à ce qu'est la solidarité nationale. Je veux dire, vous êtes constant dans cette défense, et là, on doit le reconnaître. Donc, les débats en commission ont été très respectueux et très sereins. Néanmoins, je demande en effet le retrait de cet amendement, où ce sera un avis défavorable, parce que vous êtes sur un article additionnel qui va de facto modifier le texte, qui va le renvoyer à nouveau à l'Assemblée nationale. On n'est pas sur une procédure accélérée. Alors, ça a été totalement dit. Je pense que là, on est sur un dispositif qui peut être transitoire si le gouvernement prend en effet l'engagement ou peut en effet améliorer les situations. Mais savoir que même dans le contexte actuel, il ne faut pas rêver si on veut augmenter les allocations, qu'elles soient allocations de présence parentale, vu le contexte et vu les coûts générés pour les familles lorsqu'il faut continuer à payer les charges, mais aller pendant plusieurs mois dans une ville qui est assez loin, lorsqu'il faut assumer la garde des autres enfants, lorsque la présence des deux parents est nécessaire, lorsqu'un enfant est en fin de vie. Vous comprenez combien les deux parents ont envie d'être à côté de leur enfant. Donc je crois qu'on est sur un dispositif transitoire. Et Philippe l'a bien dit, il faut vraiment qu'on puisse adopter ce texte rapidement en l'état, parce que si le temps administratif est long, le temps législatif est long, le temps de la maladie, lui, peut être très court. Merci, Madame la rapporteure. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Vatrin, même avis que Madame la rapporteure. Je pense que le mieux serait peut-être, on a entendu votre volonté, personne ne vous a fait ici le moindre procès d'intention. Pas question même d'évoquer l'article 40. Je crois que le mieux serait de retirer votre amendement. On en a compris le sens. Moi-même, j'ai développé des arguments qui permettaient d'ailleurs de se poser un certain nombre de questions sur le texte lui-même. Et je crois que, vu les interventions des uns et des autres, vous pourriez le retirer. Merci. Monsieur Vatrin. Monsieur Vincent. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Peut-être parce que, étant élu de la Loire et donc à proximité de l'entreprise Badois et parlant aussi au nom de mon collègue Jean-Claude Frécon, qui a le même sentiment, qui ne peut pas être avec nous, je me rallie à l'idée que même si ce texte est imparfait, il est sans doute souhaitable pour les quelques cas graves qui sont soumis à la sagesse du Sénat de le faire adopter rapidement. Et pour ma part, je ne prendrai pas part au vote sur aucun des amendements. C'est la raison pour laquelle, parce que je pense qu'il vaudrait mieux effectivement qu'il n'y en ait pas. Et c'était pour vous donner ce vote que je reprendrai pour les deux autres également, en soulignant aussi qu'il ne peut s'agir que d'un dispositif transitoire, comme Madame la rapporteure vient de le dire, parce qu'il y a de nombreuses imperfections qui ont été soulignées par les divers intervenants. Toutefois, pour l'urgence d'un certain nombre de cas et compte tenu du caractère humanitaire de la situation, il me semble préférable d'aller vite. C'est l'expression que je tenais à affirmer ici maintenant. Merci, chers collègues. Je vais donc mettre aux voix cet amendement numéro 3. Qui est favorable, qui est opposé, qui s'abstient, il n'est pas adopté. Sur l'article 1er, l'amendement numéro 2 de Monsieur Le Maine. Bien, merci Monsieur le Président. Notre amendement est un amendement de précision, et par ailleurs avec une petite partie rédactionnelle. Je l'avais d'ailleurs dit ce matin en commission. Et effectivement, en fonction de ce qui va m'être répété dans le cadre de cet après-midi, sans doute prendrai-je la même position que ce matin. Un amendement de précision qui permet d'établir clairement, ça ne me paraissait pas clair, nous, la distinction entre la notion de jour de repos qui renvoie aux jours acquis par le salarié en fonction de l'organisation du temps de travail appliqué dans l'entreprise, les jours de récupération, par exemple, les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail, et la notion de congé payé. Cette dernière partie, intégrante de l'ordre public, social d'ailleurs, est strictement encadrée par le droit de l'Union européenne en matière de durée minimale. Alors, j'attends les précisions
sur ce plan-là, et de la part à nouveau de Madame le rapporteur et de Monsieur le ministre pour dire la position que l'on va adopter. Merci, Monsieur le Président. Oui, nous en avons discuté en commission ce matin. Alors, il y a un premier point qui est celui des 24 jours ouvrables. Je crois que dans la proposition de loi, il est clairement défini que le don de jours de congé ne s'applique que pour la 5e semaine de congé éventuelle ou des jours de RTT, mais que les 24 jours sont incompressibles. Ça, c'est clair. Il y avait également quelque chose de plus sémantique sur la différence entre enfants et jeunes. Nous, on est resté sur l'idée d'un enfant, qui est le terme exact en termes de prestations sociales. Il y a des enfants mineurs, des enfants majeurs. Là, on est sur un enfant jusqu'à l'âge de 20 ans, parce qu'on pense que même si une présence peut être nécessaire au-delà, c'est quand même auprès des enfants que la présence parentale est la plus forte et surtout la plus nécessaire, notamment demandée par l'équipe soignante. Donc je vous demande un retrait de cet amendement, sinon c'est un avis défavorable qui a d'ailleurs été donné en commission. Merci. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le sénateur Lemel, j'ai regardé avec précision votre amendement. Il apporte effectivement un certain nombre de clarifications. Il prévoit que les deux types de congés pourront, dans les limites fixées par le texte, être donnés par le salarié. Il précise, je le crois, notamment notion d'enfant de moins de 20 ans, une volonté de précision qui peut entraîner demain, effectivement, quand on y réfléchit, qui serait source éventuelle je le crains, de contentieux. Et donc, ces améliorations rédactionnelles au texte me semblent bienvenues, et donc j'y suis, pour ma part, favorable. Je vous remercie. Je vais mettre aux voix cet amendement numéro 2 qui est favorable. Si c'est une explication de vote ou un retrait, vous avez la parole. Bien, bon, donc ce matin, en commission, j'avais effectivement, je n'avais pas l'analyse du ministre sur cet amendement, qui me semblait être un amendement de précision important, et j'avais effectivement caressé l'idée de retirer cet amendement, mais compte tenu des éléments qui viennent d'être apportés par Monsieur le ministre, qui confortent cette précision, eh bien, écoutez, je le maintiens. Bien, je le mets donc aux voix. Qui est pour? Contre? Abstention? Il n'est pas adopté. Amendement 1 rectifié de Madame Archimbaud. Oui, alors Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, c'est un amendement en fait qui visait à lever une ambiguïté, à répondre à des inquiétudes formulées, et proposant donc de compléter le dispositif prévu par la loi, précisant que l'employeur peut attribuer au salarié qui assume la charge d'un enfant gravement malade des jours de repos, en supplément de ceux dont il dispose. C'est un amendement qui d'ailleurs a été proposé dans la discussion par un syndicat. Ceci dit, au point où en est la discussion, Monsieur le Président, je préfère le retirer, d'une part parce que je préfère suivre l'avis de la Commission, parce que j'ai eu depuis des explications juridiques qui m'indiquent qu'en droit, déjà, ce droit existe, qu'un employeur peut donner des jours de congé, et parce que j'ai aussi entendu les arguments que notre initiative parlementaire répondait à une urgence, s'inscrivait dans une proposition de transition en attendant mieux, donc je retire mon amendement. L'amendement est retiré. Donc je mets aux voix, mes chers collègues, l'article 1er, qui est pour, contre, abstention, il est adopté. Je mets aux voix l'article 2, même vote. Même vote. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, qui est favorable. Opposé. Abstention. Il est définitivement adopté. Mes chers... Madame de Roche.
Simplement, brièvement, pour remercier mes collègues de la Commission. Je pense qu'on a eu des débats qui ont été de conviction, qui ont été des débats sereins et respectueux, et je vous en remercie beaucoup. Merci, Madame la Présidente, parce que c'est souvent, en plus, les débats que l'on a au sein de notre Commission. Merci, Monsieur le Ministre. Nous comptons sur vous pour que ce soit un texte transitoire, et en effet, nous l'espérons tous. Merci aux administrateurs, et puis merci surtout pour les familles. Certaines sont là dans les tribunes. Merci au député Paul Salène qui est à l'origine de cette loi, et merci surtout pour les enfants dont les parents pourront être présents dans ces moments difficiles. Et merci à vous, Madame le rapporteur. Il est des moments plus faciles à présider que d'autres et plus agréables. Par lettre en date ce jour, le gouvernement demande de modifier l'ordre du jour du mercredi 14 mai. Je vous en informe, mes chers collègues, en raison du report du projet de loi relatif à la désignation des conseillers prud'hommes à une date ultérieure. Le Sénat examinera l'après-midi et le soir, mercredi 14 mai, la proposition de loi relative aux moniteurs de ski et la suite de la proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires. Je vous rappelle que le délai limite de dépôt des amendements de séance sur le premier de ces deux textes pourrait être fixé au mardi 13 mai à 11 h et le temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale serait d'1 heure. Par ailleurs, la séance pourrait débuter à 15 h. En outre, le gouvernement demande de compléter l'ordre du jour du jeudi 15 mai par l'examen, l'après-midi et le soir, du projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires. Le délai limite de dépôt des amendements de séance sur ce texte pourrait être fixé au mercredi 14 mai à 16 h et le temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale serait de 1h30. Il n'y a pas d'observation. Acte est donné de cette demande. Ordre du jour du lundi 5 mai 2014 à 16 h. Proposition de loi relative à l'interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifiées. Le soir, suite éventuelle de la proposition de loi relative à l'interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifiées. Projet de loi ensuite autorisant la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique. Mes chers collègues, Monsieur le ministre, la séance est levée. Voilà pour l'examen de cette proposition de loi sur le don de jours de RTT. Nous y reviendrons plus largement dans 24 heures Sénat, le journal. Tout de suite, la suite de vos programmes. À tout à l'heure.